Aujourd'hui, atelier numéro 4 de microscopie offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On va parler dans un premier temps des images numériques, puis dans un second temps du traitement d'images et de l'automatisation. L'équipe derrière ce projet est composée de Aurélie Cléré-Duot, responsable de la plateforme d'imagerie du Centre de recherche du CHUM, d'Emmanuel Bajon, André Lévesque et moi-même du Centre d'innovation biomédicale. Et je vais laisser la parole à André qui va vous parler des images numériques en microscopie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous, ici à Montréal, on vit une grande chaleur, au-dessus de 30, presque 35 degrés aujourd'hui, mais on est en air conditionné, donc on est quand même bien. On est prêt. Donc, une image numérique, en fait, est un fichier informatique pouvant être vu comme un tableau de nombres. Donc, visualiser des chiffres, c'est bien dit dans le sens que ce qu'on observe et la façon que les images sont montées, c'est vraiment un tableau d'images, d'informations numériques. Si vous zoomez, par exemple, l'image qui est ici, et vous le zoomez assez grand, ce qu'on va voir, c'est évidemment une matrice de valeur, d'intensité, ce qu'on appelle les pixels. Les pixels qui sont représentés ici sont générés par ce que j'ai montré il y a 2 semaines dans la section caméra. Donc, on a l'amplificateur, dont le photon qui arrive, et il va être transféré, évidemment, générer un électron. Donc, ça, c'est un phénomène un pour un vers un voltage quelconque qui est défini par la quantité de photons qui génèrent les électrons. Et ça va passer à travers du convertisseur digital analogique ou analogue. OK? Donc, le voltage qui est analogue va être transféré à un niveau de gris. Les différents niveaux de gris sont vraiment en fonction de la quantité d'électrons qui sont dans le puits pour ce qu'on appellerait aussi sur le détecteur les éléments d'image du détecteur, ce qui sont les pixels. L'image générée ici, essentiellement, ça va être une... Oh, qu'est-ce que t'as fait? OK, mais il y a quelque chose. Viens 2 secondes. J'ai comme. Il est jam. Comment Alors, ça? ah, Ça devrait être bon. bon, OK, OK, c'est C'est bon. par le bas. C'est cool. C'est juste. C'est bon, OK. Je suis tranquille. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est des intensités à travers l'image. Mais en fait, ce qui est vraiment présent pour le détecteur et le système informatique, c'est des valeurs. En fait, c'est une matrice de nombres entiers. Évidemment, plus le nombre est grand, plus on va générer dans le système informatique une intensité quelconque qui est reliée à cette valeur-là. Et par la suite, on va pouvoir le définir en niveau de gris. Ce que vous voyez ici, en fait, il y a un masque qui est appliqué parce que dans l'image précédente, on avait, je crois que c'est une image avec GFP, donc le masque est vert, mais en réalité, ce qu'on observe, c'est tout simplement une matrice d'informations générée par le système informatique qui va être présentée en niveau de gris et des valeurs de nombres entiers. Bon, euh, je ne sais pas, Nicolas va vous envoyer un lien, OK? C'est assez intéressant. C'est un petit jeu qu'on va jouer pour qu'on pourra regarder. Je ne sais pas si on peut appeler ça un jeu, là, mais... Hein? OK. Ouais. En fait, ce que c'est que ça va vous permettre de discerner vous-même combien de niveaux de gris vous êtes capable de voir avec vos yeux. Donc, ça va prendre quelques minutes, mais c'est quand même intéressant à faire. Donc, on peut commencer vous pouvez suivre les indications. Moi, je peux. Est-ce qu'on peut le faire d'ici? Non, mais il clique. Il faut arrêter la Ah oui, présentation. ok. Ah, pas seulement. Et, ça fait- on va faire la démo en live. Et je vous invite à faire le test également sur votre ordinateur avec votre écran pour savoir combien de niveaux de gris vous êtes capable de visualiser. Donc le lien est dans le chat et André va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ici, vous avez 9 carreaux. Euh, le contour ici, c'est essentiellement la couleur référence. Donc,
chaque carré a un niveau de gris qui est défini, qui est spécifique au carré lui-même, et vous devez trouver tous les carrés pour pour chacun il y en a 8 en fait pour chacune des présentations. Euh, Chacune des carrés qui est différent du contour. Donc, cliquez dessus. Après ça, une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Submit. Il va vous en présenter un autre. Ça va se répéter 8 fois et vous allez avoir un score après. Donc, ça va mettre en évidence la quantité de niveau de gris que vous êtes capable de voir parce que c'est différent pour tout le monde, mais c'est intéressant de le faire. Donc, on va vous laisser le temps pour le faire. Donc, non, c'est variable. La quantité est variable pour chaque image. Je vais vous laisser encore un petit 30 secondes et ensuite on pourra continuer. Tu cherches Je quoi? sais pas, il y a juste pas. OK. Parce que, En fait, les angles sont actifs. Est-ce que tu veux faire le test, toi? non, je l'ai fait déjà. Ah non, je sais bien, j'étais à 40, combien? 43? Ouais, 43, c'est excessivement bon. Donc, on a pas mal dans la salle ici, les résultats sont rentrés. En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit pas tant de niveau de gris que ça. Puis, ce qu'on est, l'œil humain est capable d'observer, c'est quand même une valeur qui est assez faible par rapport à ce que les caméras peuvent montrer. Donc là, on va parler de la profondeur numérique ou ce qu'on appelle le bit depth. OK? Donc, si on veut, la profondeur numérique d'un détecteur décrit sa capacité à transformer le signal analogue provenant de la matrice de pixels en un signal numérique. Elle est vraiment caractérisée par les niveaux de gris. En fait, c'est une caractéristique du convertisseur analogique que j'ai décrit tantôt. Là, donc, le convertisseur analogue digital, c'est lui qui va définir combien de niveaux de gris vont être représentés par la quantité de pixels qui se retrouvent dans chaque puits du détecteur. Et plus la profondeur numérique est grande, plus il peut produire des niveaux de gris. Donc, les caméras qui ont vraiment si on veut, qu'on appelle des 8, 12, 14, 16 bits, c'est des caméras qui sont capables de générer des grandes variations des tons de gris. Donc, si par exemple, on a un détecteur 1 bit, essentiellement, c'est noir ou blanc. On le détecte ou on le détecte pas. Un bit, c'est représenté par le n, qui est le nombre de bits, donc 2 à la 1, c'est deux, il y a deux possibilités, noir ou blanc. Si on a 2 à la 2, c'est 4, ainsi de suite, jusqu'aux valeurs de caméras que nous, on utilise. Les caméras commerciales sur un marché sont souvent 8 bits, donc ils sont capables de générer 2 à la 8, donc 256 tons de gris. Par contre, des fois, pour des études quantitatives en sciences, on a besoin d'être capable de détecter une plus grande variation au niveau des fins changements au niveau des tons de gris. Donc, souvent, on va utiliser des caméras. Présentement, on utilise des 16 bits, mais il n'y a pas 10 ans, on utilisait des caméras 12 ou 14 bits qui pouvaient générer 4096 gris pour les 12 bits, par exemple. Puis encore une fois, vous voyez que votre écran, c'est un écran qui est 8 bits. Donc, la différence que vous voyez à l'œil entre le 8 bits et le 16 bits, c'est pas vraiment discernable. Non seulement le fait que votre œil n'est pas capable de vraiment en voir plus qu'une quantité. Donc, la profondeur numérique d'un pixel est le nombre de valeurs d'intensité pixel, d'intensité possible, et c'est vraiment défini par la caméra et pour la dépendance du bit depth de la caméra qu'on utilise. En science, comme je disais, on utilise des caméras 8 bits ou 16 bits. Bon, si on fait des études quantitatives, comme je disais, les caméras 16 bits sont de préférence.
pour des raisons bon, pour les différentes raisons que je vais expliquer tantôt, en fait. Bon, comme on vient de voir, l'œil humain peut vraiment discerner moins de 50 nuances de gris. Donc, l'œil humain se situe à peu près à cet endroit-là. Donc, les caméras sont vraiment importants. Ils ont une capacité de discrimination 700 fois et encore plus de nos jours, plus élevée pour les caméras 16 bits. On a 65 500 niveaux de gris possibles pour les caméras 16 bits. Mais comment on peut apprécier ce qu'on ne voit pas? Parce qu'inévitablement, c'est certain que nous, on peut regarder l'image et on ne verra pas plus que les 50 niveaux de gris. Et par contre, tu sais, il y a quand même, ça serait quand même intéressant de pouvoir faire un display, si on veut, de ce qu'on est capable, de ce qui serait possible au niveau visuel. Donc, ce qu'on peut considérer aussi dans l'image, ce qu'on peut considérer aussi dans l'image qu'on génère, et je me réfère encore aux informations que j'ai présentées dans la section caméra il y a 2 semaines. Encore une fois, lorsque les photons arrivent, génération d'électrons, et on peut considérer que c'est un puits qui se remplit d'électrons, et le puits, dépendant à quel point il est plein, va générer un pixel d'une intensité X. L'image elle-même va ressembler à ça. L'œil, on ne pourra pas voir, on ne pourra pas discerner. Par contre, on pourra regarder ça dans un monde 3D, si on veut, parce que chaque valeur pourrait être représentée comme une intensité graphique. Et Nicolas va venir juste faire une petite démonstration de, de ce qui est observé ici, puis comment on peut l'observer en dimension plutôt que dans une matrice 2D. Et tout à fait, André, l'intensité, donc c'est une dimension, et pour le mieux pour illustrer cela, c'est de la montrer en fait en 3 dimensions. On est habitué en fait à regarder des choses en 3 dimensions. Ici, c'est une image qui s'appelle Blobs dans le logiciel Imager qui je vous invite à télécharger, qui est aussi dans le dossier partagé. Cette image Blobs, c'est une image en niveau de gris où il y a des points noirs. Oups, on va fermer tout ça. Et en fait, ce qu'on peut utiliser, c'est on peut plotter l'intensité dans la 3e dimension. Donc, on a X, Y, et on va plotter l'intensité en Z. Pour ça, on va aller dans Plugin, 3D, Interactive 3D Surface Plot. Et quand on fait ça, le logiciel va générer une image tridimensionnelle où l'intensité sera codée par l'axe des Z. On peut naviguer à l'intérieur, on peut augmenter le nombre de pixels de l'image, on peut rajouter un smoothing. Et donc là, on se rend bien compte que les vallées de ces intensités sont là où il y a les blobs qui sont noirs. Et puis autour des blobs, là où c'est blanc, bah, il y a les valeurs d'intensité sont plus élevées. Donc on les voit comme des petites montagnes. On peut changer le scale du Z pour voir vraiment la profondeur en fait de, de l'échantillon. Et ça nous permet de comprendre que l'intensité est une dimension en tant que telle. Donc une image, X, Y et intensité, c'est une image qui possède déjà 3 dimensions. On va voir plus tard dans la présentation qu'il y aura des images qui ont plus que 3 dimensions. Donc je vais les relaisser la parole, mais si vous voulez, à André, et si vous voulez faire l'expérience, vous ouvrez ImageJ, vous ouvrez le fichier qui s'appelle Blobs, qui est dans File Open Samples Blobs, et puis vous allez sur le 3D Interactive Surface Plot pour plotter sur votre ordinateur le, le, le graphique. Ça marche avec n'importe quelle image, donc vous pouvez aussi utiliser une image de votre choix pour regarder ça. Bon, on va parler de différents paramètres de l'image. Donc, vous allez entendre parler de luminosité et de contraste. En fait, la luminosité décrit l'intensité relative du signal affectant une personne ou un capteur. OK? Elle peut également être utilisée pour se référer à la façon dont une image apparaît sur l'écran. Et c'est ça qu'on va faire tantôt parce que la façon qu'on visualise l'image, disons, c'est important pour s'assurer que, on voit ce qu'on a besoin de voir dans ce que les caméras 16 bits de 65 000 tons de gris présentent. Euh, donc, on peut l'influencer par l'échelle des lookup tables, ce qu'on va voir aussi. Puis le contraste lui-même règle la différence entre les régions les plus sombres et les régions les plus claires. Donc,
une chose qui est importante de noter, c'est que la luminosité et le contraste ne changent pas les données de l'image. Donc, on peut observer à travers des différents tons de gris qu'est-ce qui est présent, mais quand on change ces paramètres-là, c'est au niveau visuel seulement et ça nous permet d'observer les différentes caractéristiques de l'image. Donc, lorsqu'on a une image comme ça, on peut, en fait, je vous conseille souvent d'utiliser l'histogramme quand vous travaillez avec les différents logiciels en microscopie parce que ça vous permet justement de visualiser ce qui est présent dans l'image, encore une fois, ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Bon temps pour mettre les lunettes. Donc, ce qui est représenté ici sur le graphe des courbes de distribution des intensités, c'est dans un premier temps la fréquence du nombre de pixels par, par, euh, par intensité, si on veut, ou par nombre de valeur du pixel. Donc, dans ce cas-ci, la fréquence, donc, on peut aller jusqu'à 25 000 pixels, se retrouve dans des régions très sombres de l'image. Donc, si vous regardez l'image ici, vous avez des régions qui sont très sombres et la plupart de l'image va être sombre. Vous avez une intensité X, OK? Et vous avez un petit peu d'intensité ici pour les régions un petit peu plus claires. Donc, ce qui est représenté, cette courbe-là, bon, juste pour dire, cette image-là, je l'ai trouvée pour essayer de fitter avec cette image-là, mais reste que ça représente quand même assez bien ce qu'il y a ici. Et inévitablement, encore une fois, on a 256 tons de gris et la représentation, elle est correcte à nos yeux. Donc, les niveaux de gris ici, si on regarde sur toute la gamme des niveaux de gris, on risque de ne pas voir ce qu'on voit ici. Parce que ces régions-là sont vraiment dans les parties les plus sombres du noir et le clair est quand même assez clair ici. Mais moyennement, si on avait un détecteur qui était beaucoup plus, dans ce cas-ci, c'est un 8 bits, donc 0 noir et 255 blanc, on est capable de voir la gamme complète. Par contre, si on avait un détecteur un petit peu plus de 16 bits, par exemple, il faudrait faire du scaling. Donc, on peut observer ces informations-là. Mais ce qui est le fun avec un histogramme, c'est qu'on peut définir la région que nous, on veut regarder. Là, présentement, on regarde toute la région des tons de gris, donc blanc et noir. Et par contre, ce qui nous intéresse peut-être, c'est cette région-là. À ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle du scaling pour regarder juste dans cette région-là et définir ces régions-là comme le noir et le blanc. Euh, lorsque vous regardez souvent des images, il faut faire le scaling pour vraiment définir qu'est-ce qu'on veut observer. Parce que si, par exemple, vous travaillez avec des cellules vivantes et vous voulez diminuer la quantité de lumière, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas trop de lumière sur l'échantillon, question de viabilité cellulaire ou bleaching, vous devez diminuer l'intensité, si on veut, de la lumière. Vous allez être capable, si on fait cette échelle-là jusqu'à 65 000, vous allez être capable d'avoir en masse d'informations dans les régions peut-être de 0 à 10 000 pour être quantitatif, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser toute la gamme et vous pouvez faire votre scaling pour définir c'est ça la région que je veux utiliser. Mon temps d'exposition va être beaucoup plus court, par exemple. C'est juste un exemple, en fait, comment on peut utiliser l'histogramme lorsqu'on fait des acquisitions. Donc, c'est vraiment une représentation du nombre de pixels par niveau d'intensité, par niveau euh, d'intensité. Donc, donne le nombre de pixels pour chaque niveau de gris. Et l'ajustement de la luminosité du contraste change de l'affichage, mais pas les données. Donc, encore une fois, on peut aller regarder dans ces régions-là et on ne changera pas les données. Tout simplement, c'est pour l'observation seulement. Ensuite, vous avez la capacité d'utiliser ce qu'on appelle les lookup tables. Le lookup table, c'est une autre façon de représenter l'histogramme de façon à ce qu'on puisse, encore une fois, aller voir les informations qui sont dans l'image. Si on le laisse en niveau de gris, ça crée un problème, comme on l'a dit, à moins de faire du scaling. Par contre, on peut changer la couleur dans un premier temps. On peut changer la couleur pour représenter le type de sonde qu'on utilise. Par exemple, si c'est le GFP, à ce moment-là, on pourrait le mettre vert parce qu'il faut toujours se rappeler que le détecteur lui-même, encore une fois, il fait juste afficher des intensités de nombre de gris. Il n'y a pas de couleur associée, à moins que ça soit spécifique à une longueur d'onde, là. Mais en réalité, le détecteur, lui, il fait juste détecter des photons de la longueur d'onde qui est spécifique à son dynamic range, si on veut. Mais on peut aussi représenter euh, en couleur.
Puis ce qu'il faut aussi noter, c'est que le lookup table, il change l'affichage encore une fois, mais pas les données, c'est juste question de représentation. Donc, la représentation ici, on peut le mettre en couleur. Ça nous permet, parce que nos yeux sont quand même sensibles à plus d'un million de couleurs, on est capable de discerner des couleurs beaucoup plus facilement que des tons de gris. Donc, on pourrait voir, par exemple, les régions qui vont être en couleur dans l'image. Si j'avais une image ici, j'aurais pu mettre une image pour montrer ce que ça fait, en fait. Mais essentiellement, l'image va être représentée par différentes couleurs et à ce moment-là, on pourra voir les intensités beaucoup plus clairement qu'en niveau de gris. Donc, ça nous permet, dans un premier temps, de voir ça. Mais aussi, lorsqu'on fait nos acquisitions, un endroit où c'est important, c'est qu'on peut s'assurer qu'on n'est pas saturé dans l'image. On peut mettre des codes de couleur qui font en sorte qu'il va y avoir du rouge très, très clair aux endroits où les pixels sont saturés. Parce que si, l'histogramme nous permet de voir justement, on est rendu, si on a du signal ici, on sait certainement il continue ici et on n'a plus de. Est-ce que vous voyez mon curseur? OK. Parce que moi, je vois un. Donc, essentiellement, il y a beaucoup d'avantages d'utiliser les lookup tables souvent lorsqu'on travaille euh, avec les différents logiciels qui existent sur le marché. Donc, le lookup table, il peut afficher les intensités avec plusieurs couleurs. OK? Donc, Nicolas va faire une petite démonstration de tout ça. Exactement, André. Quoi de mieux que une petite démonstration pour s'amuser avec les lookup tables? On peut reprendre l'image du blob, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est en niveau de gris. Euh, pour mieux apprécier les intensités, on peut aller dans Images, Lookup Tables, puis changer et utiliser en fait une des options suivantes. On va prendre par exemple Fire. Fire va montrer ce qui est sombre en couleur inversée ici, de couleur bleu-violette, et puis ce qui est intense de couleur jaune et blanche. Moi, j'aime bien le Lookup Table 16 Color, qui va montrer en bleu encore euh, ce qui est sombre et en rouge ce qui est clair. Il faut savoir que cette image est en couleur inversée, c'est-à-dire que on observe des taches qui sont noires, mais en fait qui devraient être blanches. Ça s'appelle l'inversion des couleurs. Pour ouvrir une autre image, par exemple, Cell Colony, qu'on va ouvrir tout à l'heure. Ça, pareil, c'est une image où il y a des petites colonies de bactéries qui poussent sur un gel d'agar. Et on va pouvoir utiliser une lookup tables comme 16 color ramp pour mieux apprécier les couleurs. Vous voyez qu'en noir et blanc, on n'arrivait pas à voir qu'il y a un gradient de couleur. Il y a un gradient d'intensité d'en haut à gauche vers le bas à droite. Dès qu'on le met avec le 16 couleur ramp, on arrive à apprécier ça. Donc, le lookup table permet de changer la, la façon d'afficher les intensités, notamment avec des couleurs. La deuxième chose que André vous a montré, c'est de jouer avec le contraste et la luminosité, qui ne change pas les données, mais qui va changer la façon d'afficher les données. Donc, je vais repartir en lookup table gray. Et puis ici, avec mon brightness and contrast, je vais pouvoir changer les valeurs affichées. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi d'afficher le noir en 1595 et le blanc en 47 693. On s'aperçoit que cette image n'a pas de pixels là-dedans et on n'arrive pas à apprécier l'image. Si maintenant je vais raccourcir le lookup table jusqu'à des valeurs entre 65 et 243, alors je vais avoir une image qui est bien exposée. Donc, on va pouvoir apprécier cette image. Encore ici, on ne change pas les valeurs des pixels, on change juste l'affichage. Je demande que l'affichage du blanc soit 47 000 et du noir soit 15 000. Et j'obtiens plus rien dans mon image. Donc, on peut ajuster ça pour que ce soit plus appréciable. Voilà pour la présentation et la petite démonstration du lookup tables et de l'ajustement du brightness and contrast. On va repartir sur la présentation. Peut-être une petite chose aussi que j'ajouterais parce que ça va certainement aider certains parce que j'ai souvent vu ça à travers les années où euh, quelqu'un utilise par exemple un détecteur 12 bits et sauvegarde l'image avec les différents logiciels.
il y a certains logiciels qui vont seulement les sauvegarder en 16 ou en 8 bits. Donc, eux, ils vont avoir, avec une caméra 12 bits, une représentation en niveau de gris ici qui va aller jusqu'à 4096, donc zéro blanc, zéro noir et blanc 4095. Et ils vont vouloir sauvegarder ça dans un logiciel pour, par exemple, afficher pour une présentation quelconque. Et ça va sauvegarder en 16 bits. Donc là, l'affichage lui-même, il va être en 16 bits de 65 000 tons de gris. Et ce qui va arriver quand ils vont ouvrir leur image, il va être noir. Parce que seulement 6 de l'intensité se retrouve sauvegardée dans ce cas-ci. Ben, pas 6 sauvegardée, mais on se retrouve à avoir l'intensité qui va être représentée sur un 4095, que tout à coup est représentée sur 65 000, ce qui fait que leur intensité est seulement 6 de l'intensité. Ils ne le verront pas dans l'image. Donc, le scaling, il devient important à ce moment-là pour régénérer l'image pour ensuite pouvoir la présenter par la suite. Donc, si jamais vous ouvrez une image dans un logiciel quelconque et vous trouvez que votre image est noire tout à coup, c'est pour cette raison-là. On peut aussi le présenter sous différentes couleurs parce qu'évidemment, une image, c'est une image monochrome dans le cas précédent, mais les caméras couleurs, c'est un stack, si on veut, de trois images séparées, en RGB, rouge, vert, bleu. Donc, la couleur, essentiellement, elle va être générée par l'image, tout simplement, qui est générée par ces trois détections-là. On n'a pas parlé de comment les caméras couleurs fonctionnent, mais essentiellement, c'est trois images stackées, si on veut, monochrome pour chaque canal. Donc, on peut ajouter des canaux pour la distribution sur sur l'histogramme et chaque canal va pouvoir être contrôlé séparément. On peut les contrôler tous ensemble, bien sûr, mais on peut les contrôler séparément. Donc, il peut vraiment afficher une couleur différente pour chaque canal et on peut les ajouter comme on a fait tantôt, mais pour chaque canal dans les lookup tables. Bon, on a toujours parlé des images en deux dimensions. Donc, les images en deux dimensions euh, sont essentiellement XY, comme on avait. Donc, c'est un réseau, une matrice de pixels. On peut aussi, par exemple, dans des situations où on a besoin de beaucoup de vitesse, on peut faire ce qu'on appelle des line scans. On fait juste scanner une région ou une ligne d'information sur le pixel, sur le détecteur, pour générer une ligne de pixels. Et de cette façon-là, on peut accélérer beaucoup la vitesse des caméras. Donc, on peut le mettre en 2D. On pourrait aussi faire un stack d'images. Donc, le stack d'images permet justement de faire une reconstruction, par exemple, si on travaille avec un microscope confocal. Mais le stack d'images, ça va être ce qu'on appelle une image trois dimensions. Euh, on peut aller encore plus loin si on ajoute le temps. Donc, si on fait, par exemple, trois images et on fait, par exemple, des acquisitions multidimensionnelles 3D, faire un time-lapse de ça. Donc, à tous les, je sais pas, moi, 5 secondes, ou peut-être pas 5, mais on va dire tous les minutes, vous voulez faire un stack d'images. À ce moment-là, vous allez avoir une génération d'un fichier 4D. Et on peut même continuer dans ce sens-là. On pourrait faire la même chose, mais en couleur. Donc, on pourrait se retrouver à avoir un stack d'images en fonction du temps, couleur, en 3D. Et là, évidemment, on se retrouve avec ce qu'on appelle un stack 5D. Et même, on pourrait ajouter plusieurs points là-dedans, donc faire un, un réseau, si on veut, faire un scan d'un échantillon complet de cette fonction-là. Donc, vous voyez que on est capable de générer beaucoup d'informations pour chaque type d'image. Et plus qu'on en ajoute, plus que le fichier va être gros. Et on se retrouve avec des fichiers de 14, 15 gigabytes pour des représentations 3D en fonction du temps, en trois couleurs. Et en plus, si on fait par exemple une région au complet de notre slide. Donc, en général, on peut dire qu'il possède 5 dimensions, si on veut. Et comme je disais, la taille des fichiers augmente lorsque les dimensions augmentent. Une dernière démonstration pour montrer les 5 dimensions ou les 6 dimensions, en fait 5 dimensions physiques d'une image. On va retourner dans notre logiciel ImageG. Puis là, on va ouvrir un exemple qui s'appelle Open Samples et on va ouvrir quelque chose qui s'appelle Mitosis. Donc, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a 510 images, le temps de charger les images. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais agrandir l'image. On a un fichier en couleur, donc il y a deux canaux, un rouge, un vert.
on a du mal à les apprécier. Donc, je vais augmenter le contraste et la luminosité. Donc, on a deux canaux. On a aussi un Z-stack. Donc, on va aller à l'intérieur de l'échantillon. On va prendre plusieurs images à l'intérieur de cet échantillon. Et en plus, on a du temps. Donc, si je me mets au milieu de l'échantillon avec ces deux couleurs ici, euh, comme ça, on peut jouer le temps et regarder en fait la cellule qui va se diviser, donc les fuseaux mitotiques qui tirent les chromosomes dans les deux sens. Donc, vous voyez que maintenant, les dimensions sont supérieures à ce que nous, on peut apprécier. Ici, par exemple, je peux apprécier uniquement le temps et je me suis focalisé sur un plan Z particulier. Mais on pourrait changer les dimensionnalités d'une image pour pouvoir mieux les apprécier. Euh, Par exemple, on pourrait diminuer la dimensionnalité du Z. Si on fait un Z project, on va faire une maximal intensity projection. Donc là, j'ai pris tous les plans en Z physique et j'ai décidé de les afficher, d'afficher le maximum de l'intensité. Donc maintenant, j'ai plus qu'un le temps et mes deux canaux à regarder. Donc c'est beaucoup plus facile et je vois l'entièreté de la cellule. Je pourrais aussi faire l'inverse. On pourrait faire image, stack, plot z-axis profile. Si on fait ça, il nous demande de choisir quelle dimension on veut plotter. Donc, on peut choisir le temps ou le Z. Donc, si je choisis le temps, par exemple, il va m'afficher un graphique où, au cours du temps, il va m'afficher la moyenne de l'intensité lumineuse de l'échantillon. En me mettant une barre bleue, là, à quel point je suis rendu. Donc, je pourrais naviguer à l'intérieur et puis regarder les changements d'intensité lumineuse. Ici, je vois qu'il y a un changement, donc il y a création d'ADN, ou ouais, en tout cas, il y a plus de fluorescence à cet endroit-là. Voilà pour la démonstration. Je remets la présentation et je mets le pointeur laser. André, pour la suite. Donc, un point important, en fait, lorsqu'on a fini d'acquérir nos images ou on veut les sauvegarder, évidemment, c'est d'être certain qu'on sauvegarde dans un format d'image qui est adéquat pour les besoins, que ce soit les besoins scientifiques ou de présentation, par exemple. Donc, dans un premier temps, il y a le format avec perte. Donc, tous les images, souvent, on acquiert avec les caméras commerciales, c'est en format JPEG. Ça peut être en format, par exemple, pour les professionnels qui sont sans perte. Donc, il y a certains formats en science ou en microscopie qu'on utilise pour les logiciels adéquats qui vont sauvegarder en format sans perte. Et c'est les formats propriétaires ou encore TIFF, parce que TIFF, c'est un format qui va garder toutes les informations de la caméra, si on veut, des informations d'intensité et qui sont générées par la caméra. Mais ce n'est pas le cas pour les JPEG. Et les formats propriétaires dont je parlais, donc il y a différents manufacturiers qui ont leur propre format. Donc, LIM ND2, c'est Nikon, LIF, c'est Leica, il y a Zeiss, c'est ZI, puis Olympus qui ont les deux derniers. Ces formats-là sont vraiment leur format et la raison pourquoi les manufacturiers ils gardent le format propriétaire, parce qu'ils ont leur façon de sauvegarder ce qu'on appelle le metadata. Puis le metadata, c'est toutes les informations qui arrivent avec le fichier d'image. Je vais vous expliquer un peu plus dans ce que c'est dans 2 secondes. Et évidemment, il y a les formats libres, donc type JPEG, GIF, qu'on retrouve sur le marché facilement. On peut sauvegarder dans ces formats-là. Dans les différents logiciels commerciaux aussi, ils offrent la capacité de sauvegarder dans ces formats-là. Et des formats spécifiques comme OMETIF et Homero, c'est des formats, encore une fois, de manufacturiers ou de open source là, qui sauvegardent encore plus d'informations pour certaines applications. Donc, les métadonnées, ça, en fait, c'est vraiment important lorsqu'on travaille en microscopie de considérer les informations qui sont sauvegardées. Donc, encore une fois, et je stresse, je ne sais pas le mot en français, c'est toujours sauvegarder les informations que vous avez acquéries en format propriétaire et vous ferez ce que vous voulez après en mode copie, mais vous gardez toujours à la base toutes ces informations-là. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sauvegardées dans les métadonnées. Il y a les informations de l'image, évidemment. Donc, il y a le XY, le taille de pixels, le profondeur numérique, donc ce qu'on a expliqué tantôt.
Si vous avez, par exemple, des images multidimensionnelles, il va tout sauver dans le même fichier, toutes les informations regroupées ensemble qu'on pourra extraire, si on veut, par la suite pour des raisons de présentation, entre autres. Et évidemment, l'instrument. Et c'est ici que ça devient vraiment important parce que c'est sûr qu'en science, on veut s'assurer de toujours garder les informations de la configuration du système si jamais on a besoin de les ajouter les papiers de recherche ou encore une fois dans la présentation de ce qu'on a utilisé comme instrument avec toutes les capacités parce que la puissance laser, le temps d'exposition, ils ont vraiment beaucoup d'impact sur le type d'échantillon on utilise. Si on travaille avec le LiveCell, on peut organiser de façon à ce que la configuration est parfaite pour nos besoins et encore mieux, on peut les réutiliser dans la plupart des logiciels des manufacturiers d'acquisition. On peut réutiliser ces paramètres-là. On a juste à cliquer sur un bouton qui est souvent nommé Reuse et ça nous permet de remettre la configuration du microscope exactement comme il était lorsqu'on a pris l'image et ça peut être des mois plus tard ou whatever. On peut vraiment le réutiliser, recommencer à zéro avec une image qui a déjà été acquise avec ce système-là. Donc, l'information là est importante de sauvegarder avec l'image, l'objectif aussi, le type d'objectif et l'ouverture numérique de l'objectif utilisé, etc. Et évidemment, vous pouvez mettre les informations vous-même si c'est un contrôle ou test. Donc, à ce moment-là, les informations vont être sauvegardées. Donc, la majorité des métadonnées sont sauvegardées dans le format propriétaire par le logiciel d'acquisition et c'est le format par défaut qu'on devrait toujours utiliser. Et les données d'expérience peuvent être incluses dans le nom du fichier, comme en bas ici à gauche, par exemple. Donc, quel format utiliser? Ça dépend de l'utilisation. En recherche, comme on disait, on va toujours garder le format propriétaire de l'acquisition. Et évidemment, pour les traitements et l'analyse, on peut utiliser TIFF ou OME-TIFF. Donc, à ce moment-là, on sauvegarde l'image en format propriétaire et on se fait une copie une copie pour le traitement et l'analyse. Si vous voulez faire afficher vos figures présentations pour vos posters, pour vos emails, quoi que ce soit, vous pouvez le réserver pour le type RGB et ensuite les formats JPEG pour l'illustration, qui ont vraiment sans visée scientifique. C'est juste pour l'illustration de présentation. Donc, je vais juste retourner sur les différents points qu'on a discutés. Euh, Encore une fois, une image est une matrice de nombres entiers, donc de nouveaux niveaux de grille. La profondeur numérique ou le bit depth, vous allez souvent entendre parler de bit depth ou de caméra 16, 14, 12 bits. C'est la capacité du détecteur à générer une image où il y a un nombre de valeurs d'intensité possible en fonction du bit depth. Et encore une fois, l'œil humain, il ne faut pas se fier à nos yeux lorsqu'on regarde dans monochrome. La luminosité et le contraste ajustent l'affichage. Donc, on peut, à travers l'histogramme et aussi lorsqu'on utilise les lookup tables pour ajuster l'affichage. Mais il faut faire attention de ne pas modifier les données parce qu'il y a quand même possibilité de sauvegarder ce on a fait. Donc, jamais sauvegarder ce que vous avez changé. Tout simplement, vous voulez juste l'observer. L'histogramme résume l'image. Donc, l'histogramme présente les intensités du nombre de pixels pour les différents niveaux de gris existants dans l'image. Le lookup tail change l'affichage d'une image, mais pas les données. Donc, on fait juste les représenter pour que ça soit plus facile de visualiser avec nos yeux. Et les images scientifiques est une multidimensionnelle de 5 dimensions en général, dépendant de ce que vous faites comme expérience. Puis le format de l'image dépend de son utilisation. Les métadonnées apportent un complément d'informations essentielles et doivent être conservées. En recherche, encore une fois, format propriétaire lors de l'acquisition. TIFF ou OME-TIFF pour les traitements et l'analyse. Et réserver le type RGB pour l'affichage, pour les présentations, les emails, les posters, etc. Pour finir, ça, c'est intéressant. Tu sais, depuis tantôt, on parle de pixels comme petits carrés. On vous a montré. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que le détecteur, il fait son mieux pour pouvoir présenter les informations qui requièrent, qui
les intensités qu'il y a à un point donné. Mais il ne faut jamais oublier que l'image, il n'y a pas vraiment de séparation entre les pixels. La façon que ça a été monté pour des raisons informatiques ou pour des raisons qui datent de longtemps, c'est qu'ils ont toujours été présentés par un réseau de pixels dans ce cas-là. Et si, par exemple, tous les pixels sont de la même intensité, vous ne les verrez jamais, les pixels. Euh, donc, la détection, ce qui est important de se rappeler, c'est que la détection, la caméra fait du mieux qu'elle peut en fonction de son format, si on veut. Euh, il y a un petit article ici qui est très intéressant, c'est Alvy Ray Smith qui, lui a présenté pourquoi lui il croit que le pixel is not a little square, qu'il n'est pas un petit carré. En fait, c'est une représentation du mieux possible de la réalité. Un voxel, en fait, ce que ça représente, c'est une version 3D du pixel. C'est un volume, si on veut. Un pixel, c'est un pixel element, puis un voxel, c'est un volume element. Mais essentiellement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a présenté cette idée-là, comme quoi un pixel, c'est pas un petit carré. Donc, c'est intéressant à lire parce qu'on a chacun notre point de vue sur ça, parce que dans le fond, il y a des implications digitales, des implications historiques, des implications réelles par rapport à ce qu'est un pixel. Mais je vous invite bon, je sais pas si Nicolas peut copier le lien et le mettre dans le chat pour que vous puissiez aller trouver. De toute façon, c'est assez disponible sur le web si vous utilisez juste vous écrivez a pixel is not a little square dans Google, par exemple. Mais c'est une belle lecture et c'est intéressant. Ça nous donne l'information supplémentaire sur comment fonctionnent les détecteurs, puis comment l'intention au début, quand il était utilisé pour d'autres choses qu'en science. Donc, je vous laisse là-dessus et j'espère que ça a été utile pour vous. On a une autre partie de présentation que Nicolas va présenter par la suite. Peut-être, est-ce que ce serait le bon moment pour ouais, une petite pause de 10 minutes et on va pouvoir continuer par la suite. Retour à 9h55. 9h55. Mais merci beaucoup.